Rentable, fiable, innovant. Avec eux, ça risque de fluctuer. Mais soyez rassurés, vous serez en croissance sur le marché. Francis Gosselin, Philippe Richard Bertrand. Un duo qui prend pas ça pour du cash. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Petite revue de l'actualité. Philippe Richard Bertrand. Il y a Bell Canada qui a annoncé un bénéfice net en forte baisse par rapport à la période similaire de l'année dernière. On parle de 40% de moins de bénéfices. Selon Bell, puis c'est un peu drôle là, dans le fond quand on lit le communiqué de presse là, et tout ça, il n'y a que de bonnes nouvelles et on n'adresse pratiquement pas là, cette diminution très très forte de la profitabilité de l'entreprise là, qui se chiffre à un petit peu moins de 400 millions de dollars pour le trimestre. Donc, Bell, un peu en creusant, là, Philippe a attribué l'augmentation des coûts à plusieurs facteurs, par exemple les indemnités de départ suite à certains licenciements et départs dans l'entreprise, un environnement de taux d'intérêt plus élevé. Bell, comme tous les opérateurs de télécom, ont quand même beaucoup d'infrastructures à déployer, donc ils doivent faire financer, donc le coût de financement est important. Il y a un phénomène qui est aussi mentionné, l'obligation de racheter une participation qu'ils avaient dans une co-entreprise. Ce qui me frappe un petit peu là-dedans, Philippe, là, tu connais les états financiers, là, de racheter une participation, en principe, ça n'a pas d'incidence sur des états financiers. Ouais. Ce ne sont ni des revenus ni des dépenses. C'est juste que tu prends, par exemple, du cash puis tu le transfères en actifs. Donc, je ne sais pas si c'est parce qu'ils ont dû faire, en bon français, un write-off sur une valeur là, par rapport à cet investissement-là, mais c'est pas expliqué davantage, Philippe Richard Bertrand. Donc, c'est signe des temps, je pense, là, qu'il y a de plus en plus de concurrence dans le domaine des télécoms. Il y a une pression à la baisse sur les prix. On a vu récemment que Québécois allait faire une incursion dans l'ouest du pays. Ça va certainement mettre de la pression sur les acteurs là-bas. Et donc, dans l'ensemble, des acteurs comme Bell se retrouvent toujours dans une situation profitable, là, je te rassure, mais évidemment un peu moins qu'apparaît le période. C'est à se demander s'ils vont faire, pas plus tard que ce matin, TELUS a annoncé qu'ils vont sabrer pas loin de 5 à 6 000 emplois. Là. C'est 5 by the way, de toute la force. De 108 000 de 108 employés. Ouais. Ça équivaut à 5 de l'ensemble des employés. Est-ce que c'est justement parce que il y a une baisse de la rentabilité, des revenus? Ouais. Ça va être à surveiller, mais chose certaine, c'est qu'avec une baisse du bénéfice de 40 Bell n'aura pas le choix que de faire des coupures. Là. Il y a des coupures qui s'en viennent, là, sachant que les actionnaires veulent de la profitabilité. Oui, ceci dit, je te posais la question, Philippe, parce que TELUS, dont la nouvelle vient de sortir, mais TELUS, peut-être un peu particulier Bonjour, oui, allô? Par rapport à d'autres acteurs. Oui, ils sont présents dans le domaine de la téléphonie, de l'Internet, etc. Mais ils ont aussi d'autres filiales, là, notamment des services technologiques pour le secteur de la santé. C'est TELUS Santé qui va très bien, by the way. Qui va très bien, mais donc c'est pas clair, encore une fois, puis on a peu les informations à savoir quelle filiale allait être impactée par ces coupures-là. Tu le sais, évidemment, aux États-Unis, Philippe, beaucoup de grandes entreprises technologiques, là, Facebook, Meta, Google, Amazon, X, Twitter, ont annoncé des mises à pied là, dans la dernière année et demie. Donc, encore une fois, c'est pas surprenant peut-être là, que TELUS se range un peu dans cette tendance-là. Tu sors ta carte de crédit, Philippe, est-ce que tu veux m'acheter quelque chose? Ou Non. En fait, c'est parce que je l'ai mis ici, j'ai une petite urgence à régler. On voulait parler de vapotage, Philippe Richard Bertrand. Oui, en fait, Imperial Tobacco Canada réitère son désaccord complet par rapport à la position du gouvernement sur la nouvelle réglementation sur le vapotage. On a avec nous M. Éric Gagnon, vice-président des affaires juridiques et externes de Imperial Tobacco. Bonjour, M. Gagnon. Ah, bon. On n'a pas réussi à l'avoir, mais bon, rappelons à ce moment-là, Philippe Richard Bertrand, la nouvelle réglementation sur le vapotage au Québec, là, évidemment, souhaite interdire les saveurs dans les différents produits de vapotage. Je crois que ça a été adopté, et donc à partir de la fin octobre, on ne pourra plus avoir là, des vapoteuses à saveur de cerises et de framboises. Ma compréhension, c'est que Imperial Tobacco dit que ça va juste encourager le marché noir
de ces types de saveurs-là, sans être pour le vapotage. Là, je pense que c'est une problématique importante dans les écoles. Là, même... En fait, moi, il y a plusieurs enseignants qui me parlent de cette problématique-là. Chose certaine, par contre, je suis d'accord avec la position que de complètement... T'es d'accord avec Imperial Tobacco? En fait, ce que je te dis, c'est que... Je cherche vraiment à te faire des amis cette semaine. C'est ça, cette semaine, je cherche. Non, mais en fait, l'idée, c'est que, selon moi, comme on va l'interdire à la vente, ça va encourager le marché noir. Ça se commande, by the way, sur Amazon. Ça se commande super facilement sur Internet. C'est pas plus contrôlé qu'il faut, là. Je parle les ventes sur Internet. Donc, je pense qu'on va juste, au même titre que, by the way, le gouvernement du Québec a créé la SQDC, la Société de cannabis, dans le but d'enrayer le marché noir. Alors là, on crée une loi qui va juste augmenter le marché noir avec des produits, on ne sait pas trop comment fait, avec, oui, des saveurs, mais est-ce que c'est toxique, pas toxique? Alors là-dessus, je suis un peu d'accord. J'ai pas, évidemment, la connaissance de santé publique, Philippe Richard-Bertrand, pour me prononcer là-dessus, mais je suis un peu tiraillé, là, puis je lisais à la fois la nouvelle sur cette nouvelle réglementation et la réaction d'Imperial Tobacco là, qu'on voulait avoir ce matin. Mais essentiellement, c'est un dossier complexe, évidemment, parce que ce que fait valoir Imperial Tobacco, là, je veux pas défendre l'entreprise, mais on me dit qu'on me chuchote à l'oreille que M. Gagnon est là avec nous. M. Gagnon, vous êtes là? Oui, je suis bien là. Ah, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. En fait, on essaie de se positionner. Je ne sais pas si vous nous entendiez, mais moi et Francis, on n'est pas d'accord, ce qui arrive assez souvent dans notre émission. Mais en fait, moi, ma position à moi, puis peut-être me dire si j'ai une bonne compréhension, mais vous semblez dire chez Imperial Tobacco que ça va complètement augmenter le marché noir de ce type de saveur-là dans le marché. En fait, on l'a vu dans d'autres provinces. Quand on regarde la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, c'est ce qui arrive. C'est que les gens qui vapotent, et la plupart des gens qui vapotent, en fait, c'est des fumeurs, donc des adultes fumeurs, et eux veulent s'éloigner de la cigarette. Donc, il y a beaucoup de gens qui veulent pas avoir la saveur de tabac. Et malheureusement, quand on bannit toutes les saveurs, ce qui arrive, c'est que plusieurs d'entre eux, je pense qu'il y a deux conséquences néfastes. Soit qu'ils vont acheter des produits illégalement ou il y en a qui vont retourner à la cigarette. Donc, on reconnaît, il y a un problème au niveau du vapotage auprès des jeunes et il faut adresser ce problème-là, mais on ne pense pas que la prohibition, c'est la bonne manière de le faire. Ce qui est un peu drôle dans toute cette histoire, c'est que le cannabis au Canada a été légalisé en partie pour s'assurer qu'on protège les jeunes parce qu'il y avait beaucoup de jeunes qui utilisaient du cannabis, puis le gouvernement fédéral a dit on va le légaliser pour protéger les jeunes, mais à l'opposé, pour protéger nos jeunes, on bannit les saveurs au niveau du vapotage. Fait que c'est un peu le gouvernement parle des deux côtés de la bouche et nous, ce qu'on prône, c'est une réglementation qui va être efficace, qui va permettre aux adultes de continuer à vapoter pour ceux qui veulent pas refumer, tout en s'assurant que les gens n'aient pas accès à ces produits-là. J'ai une question un peu naïve. Là. Je connais Imperial Tobacco, je connais les anciens locaux en fait qui ont été reconvertis. C'est quoi votre rôle dans cet univers-là? Vous fabriquez aussi des produits de vapotage chez Imperial? Bien, en fait, la compagnie, on est dans un grand groupe international. Oui, je connais certaines marques, là, Winston, je pense que vous faites les Gauloises. En fait, je veux pas faire de pub à la radio. Là. Tout à fait. Ouais. Et donc, mais la stratégie de l'organisation, c'est de trouver des produits moins nocifs à la cigarette. Pendant des décennies, les groupes de santé puis les groupes anti-tabac nous ont dit qu'il fallait trouver des alternatives. Et puis, je veux pas rentrer dans trop de science, mais ce que les gens doivent comprendre, c'est que la nicotine peut créer une dépendance, mais en fait, c'est toute la combustion qui est problématique, puis c'est ça qui cause les maladies. Donc, quand on est capable de livrer la nicotine aux consommateurs, mais en enlevant la combustion, on réduit de manière très significative les risques associés au tabagisme. Par exemple, Public Health England, qui est l'équivalent de Santé Canada, continue à dire qu'une cigarette électronique ou un produit de vapotage est 95% moins nocif qu'une cigarette. Santé Canada continue à dire sur leur site web que si vous êtes un fumeur, vous êtes mieux de vapoter. Donc, il y a plusieurs études qui démontrent que le vapotage est moins nocif que la cigarette. Bien entendu, tout le débat, c'est si tu fumes pas, est-ce que tu devrais vapoter? Et puis nous, on est de l'avis que ces produits-là sont là pour aider les gens à arrêter de fumer. Et donc, la stratégie de l'organisation, c'est de continuer à fournir ces produits de nicotine-là
mais qui n'ont pas de conviction pour que les consommateurs qui veulent utiliser le produit de nicotine ne soient pas face aux risques associés au tabagisme. Je suis à demi convaincu, Éric Gagnon. Il faudra vous réinviter à l'émission. Vous êtes vice-président des affaires juridiques et externes chez Imperial Tobacco. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Je trouve ça quand même bizarre. Je sais qu'il faut finir ce sujet, mais honnêtement, le gouvernement parle aussi des deux bords de la bouche. Je suis d'accord avec lui parce que, honnêtement, enlève les taxes d'assises sur le tabac. Là, il y a un gros trou dans le budget canadien. Apparemment, il faut refaire le stade. Philippe, peut-être qu'on devrait inciter les gens peu importe, mais c'est 22 $ par cartouche de cigarette, les taxes d'assises. C'est énorme. Mais bon, il ne faut pas inciter les gens à fumer. Mais peut-être que le gouvernement du Canadien devrait se lancer dans le tabac. On s'est lancé dans le cannabis. Je vais clore ce sujet immédiatement. Je suis tombé sur un article complètement par hasard, Philippe Richard-Bertrand, ce matin, dans Tech Radar, qui n'est pas une publication que je lis régulièrement, et qui posait la question, tu as évidemment, comme tout le monde, entendu parler de la nouvelle initiative de Meta Threads, dans le fond, qui cherche à, entre guillemets, tuer Twitter. Et l'article disait, en fait, que Threads était, à toute fin pratique, mort. Et donc là, je trouvais ça un peu rigolo. Ça fait à peine un mois que c'est lancé. Et donc, on a à l'émission Jean-François Renaud, qui est président fondateur d'Adviso et professeur adjoint en marketing numérique à HEC Montréal. Salut Jean-François. Est-ce qu'on a l'audio sur Jean-François? 1, 2, 1, 2. Jean-François Renaud, on le voit. Ouais, le voilà. Allô. Jean-François, est-ce que Threads est mort déjà? Ben, Threads, c'est comme un faux vivant en plus. C'est comme si il avait accouché d'un bébé en plastique, là, parce que t'as 800 millions de users qui sont arrivés d'un coup en 5 jours. 50% des users étaient inactifs après une semaine. Donc 70% après 2 semaines. Fait que, d'accord. C'était vraiment un peu... c'est comme on a tous sign up pour sécuriser notre nom, puis on est tous allés faire d'autres choses après. Oui, c'est exactement ce que je pensais, Jean-François. Ton idée à toi, en fait, ta réflexion, c'est qu'on a fait pas mal comme tout le monde, juste sécuriser notre nom, l'équivalent d'un nom de domaine, là, mais sur ce média social-là pour s'assurer que personne ne prenne notre nom. Et donc, Jean-François, toi, est-ce que tu es sur Threads? Ouais, comme toi, là. J'ai comme ouvert moi, mon nom, donc, je suis parti, sur Threads et pas sur Threads. Mais donc, tu es président fondateur d'Adviso. Vous êtes une agence numérique. Vous faites de l'achat média pour des clients. Vous cherchez à cibler, évidemment, différents consommateurs. Est-ce qu'il y a quelque chose là, Threads, pour toi, là, si je mets ta casquette là, de gars du web? Il n'y a aucune omniprésence de conversation avec nos clients sur comment je fais pour aller sur Threads, dans quel... c'est pas un sujet qui est top of mind pour personne, genre. OK. Absolument pas. Là. Ça a été top of mind. Je pense que ce qui a excité le monde, c'est la rapidité des sign-up. Ça a battu la rapidité d'adoption de ChatGPT, maintenant. Ouais. Mais c'était un one-click sign-up, t'es sur Instagram. C'est ça, exactement. C'est tellement facile. Non, mais c'est ça, je te dis, Jean-François, c'était simple. En d'autres mots, Facebook prenait toute son user base, envoyait une invitation. C'est pas comme partir de scratch, là. Bon, c'est ça, c'est comme si McDonald's, quand il avait lancé le Chicken Big Mac, il avait dit on a donné un Chicken Big Mac gratuit à tout le monde aujourd'hui. Là, c'est sûr qu'on en a donné beaucoup. Là, c'est un peu... c'est ça. Mais il y a des pays où c'est intéressant quand même de voir que, par exemple, la moitié des 54 millions sur 100 millions des users sont en Inde. Fait qu'il y a peut-être des pays où ça va vraiment embarquer pour de vrai aussi. Fait que c'est peut-être à surveiller. Là, mais le vrai ennemi c'est pas... La vraie menace, c'est TikTok. Là, c'est pas... c'est dans l'écosystème à surveiller, c'est TikTok qui est encore plus en explosion, là, dans le fond. Là. On s'en fout un peu de Threads, finalement. C'est ça. Puis je veux pas refaire le procès de Twitter, là, loin de moi, de rouvrir ce dossier-là. En tout cas, pas ce matin. Mais moi, je me rappelle d'une époque, Jean-François Renaud, où j'allais sur Twitter pour me plaindre. Oui. Quand j'étais mécontent du service que j'avais avec une compagnie aérienne, j'allais sur Twitter. Puis étonnamment, honnêtement, c'était la place pour qu'il y ait un gestionnaire de communauté qui te résolve ton problème. Écoute, j'ai été mis en stand-by sur des avions, j'ai eu des gratuités de commerce, etc. Parce que sur Twitter, c'était du tac au tac, il y avait forcément un vrai humain. Et donc là, ce que dit Meta, dans le fond, c'est que, bon, clairement, ils admettent là, que Threads, c'est pas le fil à couper le beurre, mais qu'ils aimeraient peut-être en faire une espèce de place plein de chatbots pour le service à la clientèle. Est-ce que j'hallucine ou ça semble comme un petit peu
dystopique comme univers. Ben non, au contraire, je pense que c'est intéressant. Il parle c'est une des stratégies de différenciation qu'ils veulent faire. Là. Ce matin, il y avait un article qui parlait qu'il allait créer des bots un peu coquins. Là, il appelle ça des quirky bots, là, qui allaient comme créer un peu comme un genre de serveur maladroit que tu peux engager dans un party pour mettre un peu d'épices. Non, mais pour vrai, c'est ça qu'ils veulent faire. Puis, tu sais, je trouve qu'au moins, c'est comme quelque chose d'intéressant. Tu sais, moi, je pense pas que c'est mort, cette affaire-là. Tu sais, c'est juste... Il se passe comme rien. Il y a un baseline de user, puis à un moment donné, ils vont proposer des affaires. C'est le début. Il n'y a même pas de version web, il n'y a pas de DM, il n'y a pas d'hashtag cliquable encore. Tu sais, il y a un paquet d'affaires qui n'existent pas. C'est vraiment... C'est un chantier, cette affaire-là. Fait que je pense que c'est à surveiller, là, quand même. Ils peuvent faire des affaires intéressantes avec ça. Il y a quand même le danger dans ces univers-là du web où tu as comme un peu une chance là, de faire ton nom. Puis ça me rappelle évidemment la défunte initiative de Google, le Google+. T'as été sur Google+, Jean-François Renaud? Ben, oui. Oui. On utilisait Google+. En SEO, Google+, était très puissant pour faire des bons liens de qualité. Mais c'était non, Google+, ça a été un fail. Je pense qu'il y a plus de potentiel avec Threads que Google+. Tu sais, oublie pas que tu as quand même 100 millions de personnes à qui tu peux envoyer une notification. Fait que si tu leur envoies une notification qui mène avec quelque chose d'intéressant, qui fait que tu pourrais repartir l'activité des users, l'utilisation des users très rapidement aussi, là. Fait que je pense que c'est à surveiller, tu sais. C'est juste comme rentrer dans un chantier, regarder ça et dire, hey, il y a quelque chose de le fun qui pourrait arriver ici ou pas. On est à cette étape-là encore, là, tu sais. Fait que faut pas trop sauter vite aux conclusions non plus. Fait qu'on va laisser aux gens de la construction de l'Internet le soin de finaliser la maison avant de nous inviter à la pendaison de crémaillère. Jean-François Renaud, merci beaucoup pour cette petite incartade dans notre émission. On espère t'inviter plus longuement bientôt à l'émission. Ça me ferait vraiment plaisir. Good. Ouais. Et Philippe, on termine avec une autre nouvelle. Explosion des coûts des réparations automobiles auprès des augmentations monstres du salaire des garagistes. On a Francis Alain avec nous du Journal de Montréal qui écrit un excellent papier ce matin. Salut Francis. Salut, vous allez bien? Ouais, très bien, toi? Ah, excuse, j'avais pas compris. On t'a en vidéo aujourd'hui. En image. Hey, ça coûte de plus en plus cher, hein? On parle de combien le plus cher faire réparer son auto? Ben, on n'a pas encore le montant de la facture. On sait que ça va coûter plus cher. Dans le fond, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a un décret qui est passé la semaine dernière du ministère de Jean Boulet du Travail qui disait que il y a certains salaires dans l'industrie de la mécanique automobile qui allaient popper, qui allaient augmenter à Québec. Fait que là, on s'est dit, intéressant. Fait que là, on est allé voir à Montréal. On a vu à Montréal que dans certaines professions, ça allait augmenter de 53%. Donc, c'est assez intense, le 53%. Mais il y avait un rattrapage à faire. Ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé voir les garages, on est allé voir les associations. Puis sur le terrain, les gens nous disaient, ouais, il y avait un rattrapage à faire pour les mécaniciens. Je suis un peu Francis, excuse-moi de t'interrompre. C'était ma question pour toi par rapport à cet article-là. C'est quoi cette histoire-là de décret, genre? Est-ce que demain, Jean Boulet dit les consultants en management vous charger? mais c'est parce qu'il y a des salaires, je vais te donner un exemple. Okay. Il y a des salaires même dans l'industrie de faire l'entretien ménager. Le salaire est décrété par un décret. Par un ministre. C'est le ministre qui dit comme, je vais dire, l'entretien ménager, je crois que c'est 21 $ de l'heure, là, mais dans le cas des garagistes, c'est un décret ministériel. C'est le gouvernement qui décide du plancher qui est plus haut que... Est-ce que c'est fréquent, Francis Alain, ce pratique-là? Oui, surtout en construction, avec les métiers de la construction. En fait, il y a des comités paritaires. Les boss n'aiment pas ça. Les patrons n'aiment pas ça. Quand on parle à François Vincent, le vice-président de la FCEI, par exemple, hier, il me disait, là, j'ai pas pu le mettre, comme vous savez, on peut pas tout mettre dans le texte, déjà qu'il était touffu, ce texte-là. Mais lui, ce qu'il me disait, il n'aime pas ce comité paritaire-là, parce que ce comité paritaire-là, c'est comme une taxe de 0,35% sur la masse salariale et à la fois sur la masse salariale, puis à la fois les travailleurs qui payent et les patrons qui payent. Donc, un petit 0,35% qui va dans ce comité paritaire-là. Puis ce comité paritaire-là, qu'est-ce qu'il fait? Il négocie les salaires. Puis après ça, le gouvernement décrète. Donc, c'est comme ça que ça marche. Mais c'est pas tout le monde qui est dans les comités paritaires. Donc, hier, le garage que j'ai visité, sa région est pas dans le comité paritaire. Mais reste que quand on décrète une hausse à Québec, quand on décrète une hausse à Montréal, ça a un impact puis ça fait augmenter les salaires. Puis là, les gens vont... Mais il y a un méga cercle vicieux, là, parce que on sait que c'est difficile de se procurer une voiture nouvelle, OK, avec en plus... oui, puis on parlait des minounes là, dans le journal, notamment beaucoup ces dernières semaines. Veut pas, qui nécessitent des réparations, puis aujourd'hui, de petites réparations peuvent coûter une fortune, là.
Exactement. C'est ça. Puis aussi, il y a les voitures électriques dont on parlait également l'autre fois à votre émission. Ouais. Puis les voitures électriques, ça demande beaucoup de précision. Donc, ce qu'on me disait, dans le fond, là, c'est que les grands constructeurs automobiles, tu sais, la corporation là, des grands, mettons, les grands Hyundai, Audi de ce monde, eux, ça va. Là. Ils ont des mécanos qui gagnent déjà 100 000, 150 000 des fois par année. Par contre, les petits... Je pense que j'ai raté ma vocation, Philippe Richard. Les diplômes d'études professionnelles, maintenant, c'est le summum là, en ce moment, là, au côté salarial. Et puis, donc, les petits garages, eux, ils peinent à avoir leurs mécanos. Puis là, ils ont de la misère. Donc, c'est pour ça que même les garages à qui j'ai parlé, on me disait, écoute, ça va être dur pour les plus petits, mais je pense qu'il était temps qu'on les aide. Tu sais, déjà, les salaires étaient moins élevés que les plombiers, par exemple. Puis, tu sais, un plombier, ça s'achète un petit coffret de plombier, là. Mais le mécano, lui, ça il prend tout un coffret. C'est des centaines de dollars, là. Ouais, c'est ça, exact. Des milliers de dollars. Donc, il commençait moins fort. C'est ce que la femme me disait hier. Je peux vous donner des exemples là, de chiffres. Là, j'ai ça sous la main. Elle me disait des mécanos, ils gagnent 22, mettons. 22 piastres de l'heure en sortant de l'école. Tandis que les électriciens plombiers vont chercher du 30-32 piastres en sortant de l'école. Fait que déjà, là, tu sais, les gens me disaient que le gouvernement avait raison sur ce rattrapage-là salarial. Là. Non, mais en fait, d'un autre côté, il faut arrêter. Ça fait longtemps. C'est un débat constant, moi et Francis, mais il faut arrêter de faire miroiter aux gens de l'université. Les métiers techniques, ça peut être extrêmement payant, puis on manque de travailleurs ça en plus. Ça ne tente pas de recevoir encore des menaces, Philippe Richard-Bertrand. Je te propose qu'on arrête cette conversation-là. Francis Alain, écoute, c'est tout le temps qu'on avait. Là, on explose notre temps ce matin, mais toujours super intéressant de t'entendre. 53 % d'augmentation pour les métiers d'automobile dans la région de la Capitale-Nationale. Quel impact ça va avoir sur les coûts? À suivre, évidemment, dans cette période fortement inflationniste, mais on te fait confiance pour toujours veiller sur des excellentes nouvelles comme celle-là, Francis. Parfait, merci beaucoup. Merci. Puis on invite les auditeurs à lire l'article de Francis Alain dans le Journal de Montréal ce matin. Alors, c'est ce qui clôt notre segment d'actualité aujourd'hui.